Donc je vais essayer de parler de choses pratiques quand l'épilepsie devient un handicap pour le travail. L'épilepsie a des spécificités dans son handicap, c'est une maladie polymorphe, je vais être redondante parce qu'il y a beaucoup de choses déjà qui ont été dites. Elle est un handicap parce qu'il y a des pertes de connaissances, parce qu'il y a une rupture de contact, parce qu'il y a une confusion. Il y a le temps de récupération qui intervient avec une fatigue, quelquefois un absentéisme. Et j'ai été interviewée justement sur cet absentéisme par la journée de carence. La personne ne peut pas travailler pendant une journée, 2 journées. Sinon, si elle maintient son travail, eh bien, ça va être après des crises récurrentes qui seront beaucoup plus importantes. Donc c'est important, l'absentéisme, le temps de récupération. La nécessité d'un temps de sommeil récupérateur, ce qui a une incidence sur le travail posté. Les comorbidités. L'effet des traitements qui entraînent lenteur, tremblement, troubles de l'humeur, et puis l'incidence qui a été dit sur le permis de conduire. Donc on en vient à la situation de travailleurs handicapés et de reconnaissance du travailleur handicapé. Quelles sont les conditions pour être défini travailleur handicapé? C'est toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont réduites en raison de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physiques ou sensorielles, mentales ou psychiques. Il y a des conditions d'âge aussi. Il faut être dégagé de toute obligation scolaire, donc être âgé de plus de 16 ans. Et exceptionnellement, il y a une dérogation de l'inspecteur d'académie pour débuter un apprentissage pour les jeunes de 15 ans qui sont en situation de handicap et qui veulent démarrer un apprentissage. Comment fait-on pour faire cette démarche de reconnaissance de travailleurs handicapés? D'abord, est-ce qu'on est obligé de le faire? Ça, c'est le libre arbitre de la personne, mais c'est vivement conseillé en sachant qu'on ne sera pas obligé de s'en servir et qu'on n'est pas du tout obligé de le dire à son employeur. Mais c'est quand même une garantie dans certaines circonstances. Donc, la demande doit se faire à la MDPH au lieu de domicile de résidence. Le dossier doit être parfaitement rempli et la MDPH insiste beaucoup sur la complétude du dossier. À ce sujet-là, j'attire votre attention sur le fait que le certificat médical, depuis mai 2017, est modifié et que si vous vous servez de l'ancien certificat, il va être retourné et il faudra refaire faire le certificat par le médecin qui ne sera pas forcément content de recommencer le certificat médical. Il faut savoir aussi que le dossier de la MDPH est complètement modifié, que ce qui est la partie administrative est encore valable maintenant, mais qu'à partir de 2019, il ne sera plus valable. J'insiste là-dessus parce que je suis persuadée que beaucoup de personnes ne seront pas au courant et que ça va générer des problèmes. En plus, ce dossier maintenant va avoir 28 pages. Et le certificat médical qui en avait 4 va en avoir 8. C'est la simplification Voilà. administrative. C'est de le choc façon simplificateur. à ce que tout soit bien dit. A priori, c'est pour faciliter la rédaction du certificat médical par le médecin. En principe, c'est pour lui faciliter la tâche et être un avantage pour l'usager qui va faire sa demande. Donc ce dossier va être évalué par l'équipe pluridisciplinaire de la MDPH, Maison départementale du handicap. Et dans ces MDPH, il y a un référent pour l'insertion professionnelle qui a pour but d'éclairer l'équipe pluridisciplinaire. Ensuite, ce dossier va être étudié par la CDAPH, qui est la Commission des droits et de l'autonomie de la personne handicapée. Selon l'évaluation, selon la façon dont le certificat médical aura été rempli, selon aussi, j'insiste beaucoup sur le projet de vie. Quelquefois, l'usager ne se rend pas compte de l'importance du projet de vie. Il faut bien mettre tout ce que vous souhaitez, qui vous êtes, ce que vous souhaitez, ce que vous êtes capable de faire, vos compétences, vos diplômes, et puis ce que votre maladie vous permet de faire, et bien montrer que vous êtes bien conscient de restrictions éventuelles et des répercussions sur vos capacités d'emploi. Il y a plusieurs cas de figure. Soit vous êtes demandeur d'emploi, vous n'avez jamais travaillé.
cas de figure, vous savez que vous êtes dans le cadre de la restriction des capacités, vous faites votre demande de reconnaissance de travailleur handicapé. Soit vous êtes un travailleur handicapé déjà salarié. À l'occasion de votre embauche, tout allait bien, pas de problème. Et puis survient pendant votre parcours une épilepsie. Je vous invite à faire votre demande de travailleur handicapé. Autre cas de figure, tout allait bien, vous avez été embauché avec une épilepsie parfaitement stabilisée, pour une raison XY, votre situation médicale se modifie. Faites la demande de reconnaissance de travailleur handicapé. Donc, vous faites votre demande de reconnaissance de travailleur handicapé. Quelquefois, votre situation médicale est telle que ça suffit, cette reconnaissance de travailleur handicapé. Avec cette reconnaissance, vous allez vous en servir ou pas, mais vous savez que vous allez pouvoir travailler. Vous n'êtes d'ailleurs pas obligé de le dire à l'employeur. Quelquefois, votre situation médicale est beaucoup plus importante. Et la demande de reconnaissance de travailleur handicapé peut s'accompagner d'une demande d'AAH, d'allocation d'adulte handicapé. Vous allez me dire, c'est bien bizarre. Si je suis reconnu adulte handicapé, comment c'est possible que je puisse être travailleur? Si, parce qu'on peut être reconnu travailleur handicapé et pouvoir travailler et avoir la pension d'adulte handicapé quand on est reconnu ce qu'on appelle RSDAE, c'est-à-dire restriction substantielle et durable à l'emploi. Et à ce moment-là, votre incapacité à différencier de l'invalidité dont je parlerai ultérieurement, l'invalidité sécurité sociale, est différente de l'incapacité MDPH. Et si vous avez une incapacité MDPH entre 50 et 79% et que vous avez une restriction substantielle et durable à l'emploi, vous avez l'AAH, vous êtes éligible et vous pouvez faire votre procédure de RQTH. Alors, c'est la CDAPH qui décide et c'est attribué pour une durée de 1 à 5 ans. Si, quand vous recevez le résultat de cette commission, vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez demander un recours gracieux. Vous pouvez demander à passer devant la commission pour expliquer votre situation. Et puis, si vous n'obtenez pas gain de cause, alors que le neurologue qui vous suit est tout à fait d'accord avec votre demande de reconnaissance de travailleur handicapé et qu'elle vous a été refusée, d'ailleurs, la MDPH doit justifier, et à ce moment-là, vous demandez à passer au tribunal de l'incapacité. Quand vous demandez aussi la reconnaissance de travailleur handicapé, il faut marquer dans votre projet de vie, et puis il y a aussi les cases à bien cocher, savoir si vous voulez travailler en milieu ordinaire, si vous voulez travailler en milieu protégé, ou si vous sollicitez une formation ou une modification dans votre parcours de compétences. Voilà, vous avez eu la reconnaissance de travailleur handicapé. Quels sont les avantages? Il y a des avantages pour le travailleur handicapé et pour son entreprise. Il y a un droit au bénéfice de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés. Une entreprise de plus de 20 salariés doit occuper 6% de travailleurs handicapés, sinon elle a une cotisation à l'AGFIP. En cours, en 2018, j'avais marqué contrat aidé maintenu pour le travailleur handicapé. Non, finalement, c'était ce qui était prévu, la suppression des contrats aidés qui auraient été maintenus pour les travailleurs handicapés, mais il y a un texte qui vient de passer dans le deuxième semestre 2017 et il y aura un parcours de compétences qui va remplacer les contrats aidés avec un privilège pour le travailleur handicapé parce que le ministère souhaite vraiment remettre dans le travail les personnes les plus défavorisées et s'intéresse particulièrement aux travailleurs handicapés. Donc, il n'y a pas de contrat aidé maintenu pour le travailleur handicapé, c'est le parcours de compétences dont devra tenir compte les organismes publics, c'est-à-dire Pôle emploi, Cap emploi et Mission locale. Il y a des dispositifs pour l'emploi des travailleurs handicapés avec des stages de réadaptation, une rééducation, une formation de soutien, une aide au placement, grand rôle de Cap emploi. Des aménagements d'horaires et de postes dans l'entreprise. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en cas de licenciement, la durée de préavis de licenciement, elle est doublée.
Il y a aussi un accès à la fonction publique, répondre à la question de Madame sur le secrétariat médical en fonction publique, avec possibilité d'aménagement du temps de travail. Vers qui va vous orienter la CDAPH? Elle va tenir compte de vos compétences, elle va tenir compte de votre souhait, elle va tenir compte des éléments qu'a donné le neurologue. Plusieurs cas de figure. Vers le milieu ordinaire. Donc là, vous êtes en travail dans un milieu tout à fait normal, sans spécificité pour les personnes handicapées, avec l'obligation dont je vous ai parlé tout à l'heure. Les entreprises adaptées qui sont des milieux ordinaires, ce ne sont pas du tout des milieux protégés, ce sont des entreprises qui appartiennent au milieu ordinaire, mais qui adaptent le travail en fonction de la personne handicapée, de la personne épileptique qui aura besoin, qui sera plus lente ou qui aura quelquefois une rupture de contact. Le travail est adapté et ces entreprises adaptées ont 80% de l'effectif. Il y a une liste dans chaque département et vous pouvez, si vous êtes reconnu travailleur handicapé, que vous êtes en difficulté, ce que vous pouvez faire, c'est que, mais il y en a certainement ici qui sont en difficulté, vous regardez la liste des entreprises adaptées, vous choisissez, vous les contactez, vous choisissez celle qui correspond à votre créneau de capacité, et puis vous allez à Pôle emploi et vous demandez d'adapter le parcours de compétences avec cette entreprise adaptée pour pouvoir être inséré dans le monde du travail. Et troisième cas de figure du milieu ordinaire, c'est le centre de distribution de travail à domicile. Ça, c'est un grand confort avec un travail manuel ou intellectuel. Deuxième cas de figure, la CDAPH. Excusez-moi, docteur, je vous demandais, avant que je sois obligé de vous dire d'accélérer, que de vous-même, vous alliez un petit peu plus vite, rapidement. Ouais. Plus vite. Parce que c'est important quand même, le milieu non, protégé. Ça, c'est évident que c'est important. Parce que je vais avoir des questions pour ça que certainement. je me permettais de vous le signaler tout de suite D'accord. pour pouvoir. Il y a les établissements de services d'aide par le travail, les ESAT. Deux cas de figure pour pouvoir intégrer. Il faut avoir un tiers de la capacité d'un travailleur non handicapé ou bien avoir besoin d'un soutien médical, social ou psychologique. Les ESAT sont des établissements avec des services médico-sociaux. Et puis, troisième possibilité, sont les personnes qui ne sont plus capables de faire leur travail à cause de leur épilepsie et qui demandent une requalification professionnelle ou bien un centre de préorientation. Il y a des structures en France que l'on peut solliciter, il faut bien cocher cette demande. J'avais parlé des revenus, des incidences sur les revenus, parce que c'est quand même important. Oui. Est-ce que vous pourrez conclure avec ça? Avec les revenus. Oui. Donc il y a plusieurs cas de figure. Il y a, est-ce qu'on peut cumuler un travail ordinaire en étant reconnu travailleur handicapé et en ayant l'AAH? Oui, l'AAH est cumulable avec un abattement pour le salaire imposable à 80% jusqu'au SMIC horaire et à 40% au-delà. Ce qui fait que, par exemple, un travailleur handicapé reconnu AAH qui gagne 1 500 € par mois, eh bien, il lui restera quand même 90 € d'AAH. C'est important. C'est pareil pour les ESAT. C'est cumulable. Par contre, si vous avez été reconnu, ça je veux le dire quand même, invalide, première ou deuxième catégorie pour la sécurité sociale, il faut bien choisir avant de dire ce que vous voulez, bien vous renseigner, parce que si vous avez eu un temps de travail important et si votre salaire était conséquent, vous avez quelquefois intérêt à demander l'invalidité et à toucher la prestation sécurité sociale qui vous donne d'autres avantages cumulables et ne pas accepter l'AAH.